Bienvenue sur Trajectoire au rayon X, le podcast qui décrypte les parcours de vie de personnalités qui marquent la radiologie, un podcast de la Société française de radiologie. Bonjour Françoise Sivignon, merci d'avoir accepté de prendre la parole au micro de Trajectoire au rayon X. Vous êtes radiologue, mais surtout vous êtes profondément et depuis longtemps engagé dans l'humanitaire. C'est en constatant le rôle clé des associations militantes lors de l'épidémie de VIH, dont vous avez été le témoin direct au début de votre exercice, que vous avez débuté votre investissement auprès des populations vulnérables. Vous allez nous raconter votre parcours, qui vous a conduit à effectuer votre première mission pour Médecins du Monde en 2002, en Birmanie, jusqu'à devenir présidente de l'association entre 2015 et 2018. En particulier, vous avez développé le réseau international de l'association et en France, vous vous êtes engagé sur des questions politiques comme celle de l'accueil des migrants. Vous êtes actuellement membre du CESE, le Conseil économique, social et environnemental, qui est la 3e assemblée de notre République, après le Sénat et l'Assemblée nationale. C'est un organisme qui réunit des acteurs issus de la société civile, des associatifs, des syndicats et qui produit des propositions pour le gouvernement et le Parlement. Vous siégez toujours au conseil d'administration de Médecins du Monde France et vous êtes également vice-présidente de Reporters sans frontières. Tous ces engagements ont aujourd'hui pris le pas sur votre métier de radiologue. Vous vous y consacrez aujourd'hui quasi exclusivement. Un parcours de médecin dans l'action, au service des autres, qui nous intéresse beaucoup à Trajectoire au rayon X. Et merci de venir nous le raconter. Commençons donc par le début. Racontez-nous d'où venez-vous et comment s'est fait pour vous le choix des études de médecine. Est-ce que c'était une évidence ? Alors merci tout d'abord de me recevoir et d'avoir l'occasion d'exposer un peu mon parcours qui est très certainement un petit peu atypique. Non, la médecine n'était pas une évidence en fait. Quand j'ai passé mon bac, j'avais l'intention de rentrer à Sciences Po Paris et j'ai pas travaillé cet été-là et donc je n'ai pas été reçue à l'examen d'entrée de Sciences Po Paris. Donc du coup, un peu naturellement, de fait de mon milieu, on va dire, je me suis tournée vers les études de médecine. Après, ça m'a rapidement intéressée, on va dire, et j'ai été extrêmement heureuse pendant toutes ces années d'études. Vous êtes issue d'une famille de médecins ou pas du tout ? Oui, mon père est chirurgien. D'accord, très bien. Et donc vous êtes arrivée à Cochin, à Paris, c'est ça, pour vos études ? Absolument, donc venant de Nevers, une petite ville de province, région, à Paris, où voilà, avec un parcours traditionnel d'externe et puis de stages dans les hôpitaux, dont des stages, j'avais choisi d'aller un peu loin de Paris même, d'aller à Mantes-la-Jolie et autres endroits un petit peu éloignés du centre de Paris pour précisément déjà, je crois que j'avais peut-être une arrière-pensée, voir des populations différentes de celles qui vivaient dans Paris. En l'occurrence, ça a été le cas notamment à travers plusieurs stages à Mantes-la-Jolie. D'accord, très bien. Et alors le choix de la radiologie, ça s'est fait comment ? Alors le choix de la radiologie... Mon tempérament, ça a toujours été de beaucoup bouger. J'aime que les choses bougent et j'aime moi-même bouger, on va dire. C'est vrai que quand quelque chose se finit, je rebondis sur autre chose. J'ai toujours un petit peu eu envie de faire ça. Et je trouvais que la radiologie était bien en accord avec d'abord le contact avec les patients, notamment l'échographie. J'ai beaucoup aimé travailler en échographie. C'est un moment tellement particulier où on est dans une sorte de pénombre malgré tout et on échange de façon directe avec le patient et qui nous confie finalement assez facilement les épisodes cruciaux de sa vie. Et puis, ça permet une mobilité. En l'occurrence, moi, j'ai habité à l'étranger, j'étais beaucoup remplaçante. Donc, c'est vrai que la radiologie s'adapte probablement mieux à la mobilité médicale, on va dire, que d'autres spécialités. Oui, que médecin de famille, par exemple. Par exemple. D'accord. Et alors, comment êtes-vous entrée dans l'engagement humanitaire ? Alors, le déclic, ça a été véritablement... j'étais à l'hôpital Rothschild à l'époque, dans le 12e arrondissement, donc, et le professeur Willy Rosenbaum a amené tous ses patients, il a ouvert en fait un service de maladies infectieuses, qui est à l'époque VIH-Sida, donc, et ça a été plus qu'un déclic, une étape cruciale qui était vraiment sur le constat suivant, c'est-à-dire que c'est le moment où les patients, Sida en l'occurrence, infectés par le VIH, ont voulu connaître leur maladie. Avant, il y avait une espèce de priorité à la connaissance médicale et peu de partage, somme toute, avec le patient. Et là, c'est toute l'histoire des associations de lutte contre le sida et des patients engagés, du patient expert en quelque sorte, qui n'entendait pas se faire soigner sans être au courant de ce qu'il avait et de son pronostic aussi. Voilà. Et c'était un vrai changement de comportement dans la relation patient-médecin.
Et puis j'ai découvert cette équipe d'infectiologues en première. Vous étiez interne à l'époque ? J'étais externe. Non. Quand on quitte l'hôpital, j'étais déjà en remplacement. J'avais des vacations, j'étais vacataire à l'époque. Et du coup, voilà, j'ai découvert ce monde-là qui se mettait en place. Il y avait déjà les grandes associations de lutte contre... Alors, il n'y avait pas du tout de grandes associations. On a créé à Rothschild le premier réseau ville-hôpital, c'est-à-dire que les patients consultaient auprès de médecins de ville qui se trouvaient confrontés à une épidémie qu'ils ne connaissaient pas. Et c'est une époque, dans les années 86, 87, 88 et les débuts 90, où les premiers traitements antirétroviraux sont mis en place, où... Ça, c'est un élément central, le rapport patient-médecin. L'autre, c'est la façon de considérer la santé dans le sens global. On dit global health maintenant, c'est un peu plus pompeux, mais déjà, à l'époque, c'était très innovant. On considérait tous les déterminants de la santé qui impactaient sur un patient, une maladie, un traitement. Donc, c'était vraiment intéressant. Ce service concevait la prise en charge du patient comme multidisciplinaire. C'était très innovant. D'accord, très bien. Et donc, ça n'existait pas encore, le SIDAction, Alors, il y a eu donc les premières associations de lutte contre le sida, donc le réseau Ville-Hôpital, auquel j'ai appartenu au tout début, puis les associations de lutte contre le sida, et donc je me suis engagée dans plusieurs sans continuité, on va dire, et puis à l'occasion d'une rencontre dans un de mes remplacements, dans une clinique, j'ai rencontré le président de Médecins du Monde de l'époque. Il était radiologue aussi Non, il était anesthésiste. D'accord. Et à l'époque... très occupé par sa fonction et son mandat de président de Médecins du Monde. Et on a beaucoup parlé à l'époque de comment on s'engage. Moi, j'avais déjà cette casquette VIH-Sida quelque part, même si c'était à travers la radiologie. Et il m'a conseillé de compléter ma formation par un diplôme universitaire de santé publique, ce que j'ai fait. Et puis, l'autre facteur, c'est qu'on a vécu à l'étranger, on a vécu à New York, on a vécu aussi après aux Pays-Bas. Donc, tout ça mélangé, je me suis dit, il y a un moment où je ne pourrai plus exercer la radiologie, ça va être compliqué. Donc, j'avais un peu anticipé le fait d'aller vers d'autres activités, notamment cet engagement associatif qui m'a tout de suite énormément plu. D'accord, ok. C'est intéressant. En fait, vous avez adapté un petit peu votre parcours à la réalité de votre vie de famille. Voilà, exactement. Parce que radiologue, c'est, après, malgré mes propos initiaux sur la mobilité, c'est quand même, une fois qu'on est installé en radiologie, le remplacement, c'est un peu différent. Oui. C'est compliqué de beaucoup bouger aussi. D'accord, très bien. Et racontez-nous comment vous êtes retrouvée à faire votre première mission en Birmanie, donc j'ai vu en 2002. En 2002, oui. Je suis rentrée à Médecins du Monde au début des années 2000 et en 2002, j'avais un statut de bénévole donc, qui s'appelait responsable de mission. C'est un projet auprès des personnes infectées par le VIH, essentiellement via l'usage de drogue. D'accord. L'héroïne, la Birmanie est le deuxième producteur encore aujourd'hui d'héroïne et donc Médecins du Monde travaillait à la fois dans la capitale à Rangoon et dans l'état du Kachin qui est au nord à la frontière chinoise. Et là, c'est vrai que j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas, c'est-à-dire qu'à l'époque, les usagers de drogue s'injectaient dans des maisons qu'on appelait shooting galleries. Et quand un était infecté, une seringue, une aiguille, donc tous ceux qui se servaient de la même aiguille et de la même seringue étaient infectés. Donc on a commencé à mettre en place des actions de prévention et puis de traitement et des traitements substitutifs à terme aussi. Traitements antirétroviraux et traitements substitutifs. Et donc vous avez vécu là-bas quelque temps ? Non, j'y allais par période de 15 jours, pas en continu. Non, je me remplaçais à Paris. Vous aviez déjà votre famille à l'époque ? Ah oui, j'avais déjà ma famille. Oui. D'accord. Donc en fait, Médecins du Monde, c'est une certaine flexibilité. On peut être bénévole, engagé sur des missions France, par exemple, et donner du temps une fois par semaine, 2 fois par semaine. C'est extrêmement variable, on va dire. Après, un engagement continu, au bout d'un certain temps, c'est quand même assez indispensable pour connaître les contours de l'association, savoir ce qu'on peut amener à cette association, et puis porter des dossiers tout simplement après, et accompagner des projets. En l'occurrence, moi en Birmanie, j'ai accompagné le projet Birmanie pendant une dizaine d'années, et d'autres projets. Donc vous suiviez en quelque sorte ce projet, et vous passiez quelques jours semaines, à chaque fois, quelques semaines sur place pour faire... En fait, on a à la fois un suivi... bien que n'étant pas infectiologue, j'avais quand même des notions, et on a des médecins sur place de toute façon,
ce qui était possible de faire en Birmanie, parce que le contexte était extrêmement contraint, il l'est toujours, hein. Mais surtout, on est toujours très attentif au contexte politique. On a une casquette qui est vraiment mixte, c'est-à-dire dire finalement la santé devrait être un bien commun, on devrait tous avoir accès au traitement et à des soins de qualité. Or, il y a certains pays, certains contextes où c'est pas possible. Donc en fait, on accompagne toujours ces deux volets, le volet strictement, on va dire, médico-social et le volet politique qui informe les personnes qui nous suivent en dehors de nos pays d'intervention sur nos activités, nos donateurs et les gens qui s'intéressent à les activités de développement, les activités humanitaires. Vous deviez être en contact avec les autorités locales sur place pour qu'elles tolèrent votre action, qu'elles soient d'accord avec votre action. Il n'y a même déjà à l'époque, on est toujours en contact, on rentre dans des pays qui sont des pays souverains. Vous demandez l'autorisation. On ne rentre pas dans un pays, il y a une époque, on pouvait... Au tout début des French Doctors, ils pouvaient rentrer dans certains pays sans demander l'autorisation, sans visa. Ça n'est plus le cas, bien évidemment, maintenant. Donc oui, on travaille sur autorisation, avec des visas, surtout dans les pays les plus autoritaires, bien évidemment. Et en main dans la main avec les équipes locales, qui sont souvent des soignants, des travailleurs sociaux, etc. Et le ministère de la Santé. Ça dépend des contextes et ça dépend des activités qu'on peut mettre en place. D'accord. Et spécifiquement, vous vous occupiez de la logistique, d'installer le... Non, moi j'avais le suivi des projets médicaux, en une sorte de supervision. Et puis surtout, quand vous êtes bénévole, vous avez une continuité sur le projet. Moi j'y ai passé 10 ans sur ce projet Birmanie. Du coup, les équipes changent. Classiquement, les expatriés ou même les soignants locaux, ils restent 1 an ou 2 avec Médecins du Monde. Certains restent plusieurs années, en particulier les médecins ou les soignants locaux. Mais les bénévoles peuvent changer, il y a une rotation qui est bénéfique aussi. Je pense qu'au bout de 10 ans, il faut passer un petit peu la main. Mais ce qui est particulier, mais je le dis assez souvent, c'est qu'à travers des organisations comme Médecins du Monde, on découvre d'abord ce qu'il existe sur le territoire français, parce que moi j'ai aussi travaillé dans ce qu'on appelle le centre d'accueil de soins et d'orientation de Saint-Denis, de l'autre côté du périphérique. Et là, on trouve une très grande précarité. Je vous parle déjà, il y a quelques années, des camps de la population rome qui étaient à Stein à l'époque. Donc, c'est pas la peine d'aller bien loin pour découvrir la précarité et essayer de répondre de façon adéquate aux besoins et d'essayer de plaider pour que l'accès aux soins soit plus facile pour ces populations, l'accès aux soins et aux droits. Et le volet international est intéressant aussi, mais je ne sais pas s'il faut graduer l'intérêt de l'international et du local, du domestique en fait, ce qu'on appelle domestique, parce que tout est intéressant et tout doit être questionné. D'accord. Et si on rebondit sur cette action en France, ça se traduit concrètement par quoi? Vous aidez les populations à accéder à la sécurité sociale, à s'inscrire à la sécurité sociale, par exemple? On peut s'occuper de migrants en situation illégale. Pour certains, ils ont accès, et ils ne le savent pas, à un statut de réfugié. Donc on les aide à acquérir ces droits en tant que réfugiés sur le sol français. Pour d'autres, on les aide à acquérir d'autres droits sociaux, l'aide médicale d'État ou d'autres mécanismes de protection sociale. Oui. Et puis, en fait, on élargit aussi à la population française parce qu'il y a aussi de la précarité parmi la population française. Et certaines personnes viennent nous voir pour avoir accès aux soins, tout simplement, ou être orientées vers les hôpitaux. Il y a aussi parfois des problèmes de langage, évidemment, quand on arrive dans un pays, ou même quand on est là depuis un moment dans un pays. Et les centres d'accès aux soins de Médecins du Monde, c'est des sortes de dispensaires, c'est ça? Oui, c'est des dispensaires, avec des bénévoles et des salariés, des bénévoles qui sont des infirmiers, des médecins, ça dépend, des travailleurs sociaux aussi, qui nous aident à tout le volet social, en fait, accès aux droits. Qui va de pair, en fait, avec la prise en charge médicale. Et à l'international, on a plusieurs sujets, mais enfin, on est beaucoup sur de la santé... on dit communautaire en fait, on investit assez peu les structures hospitalières. Contrairement à Médecins sans frontières, on nous compare alors qu'on est complémentaires en fait. On est issus tous de la même mouvance, on va dire. Médecins sans frontières, ils sont beaucoup investis sur le niveau hospitalier. Nous, on est plus sur la santé communautaire, ce qu'on appelle les soins primaires en quelque sorte, les vaccinations et
Médecins sans frontières, ils font plutôt des missions dans les hôpitaux, par exemple, ils sont plus des chirurgiens implantés. qui viennent se délocaliser ils ont quelques plus semaines. de projets au niveau hospitalier que nous, absolument. Nous, on travaille plus au niveau, ça s'appelle le niveau communautaire, le niveau de soins primaires, notamment avec des partenaires locaux. Dans tous les projets qu'on met en place, on a toujours des partenaires locaux. Ça s'appelle en anglais local NGOs. D'accord. Ce sont des associations, des collectifs, on va dire, de proximité. Comme vous le savez, aussi bien en environnement qu'en accès humanitaire, la proximité, c'est très important. Parce qu'en fait, les populations locales, ce sont ce qu'on appelle les premiers répondants. Ils sont les premiers à répondre à une inondation, à un tremblement de terre. Moi, mon dernier déplacement, c'était en Syrie et Turquie, suite au tremblement de terre. On est arrivé une semaine après, on a des équipes déjà qui étaient en Turquie et en Syrie. On est arrivé, nous, un petit peu après, forcément, le temps que tout se remette un petit peu en place, façon de parler. Les premières réponses, c'est les voisins, c'est la famille et les soignants locaux, bien évidemment. Donc vous avez des liens avec les associations humanitaires locales, c'est ça ? Oui, on a même des partenariats. D'accord. Toujours. Enfin, oui, on arrive rarement tout seul. Non, on cherche toujours à contacter, à collaborer avec les associations locales. C'est très important, en fait, parce que on n'est pas fait pour rester. On est là de passage quelque part. Bon, il y a des pays vous connaissez pas forcément on est depuis 20 ans, mais voilà. Mais on a... La politique, c'est d'avoir des ressources humaines locales et des partenaires locaux. D'accord. Et si on en revient aux bénévoles, oui. Par exemple, les médecins bénévoles, qui sont-ils ? Alors, les médecins bénévoles, les profils sont assez variés, somme toute. On a quelqu'un, pour l'instant, qui, par exemple, est urgentiste à l'hôpital de Reims. On a des anesthésistes. Les médecins ont des profils variés de santé publique. Pas mal de médecins de santé publique aussi. Et alors, est-ce que nous, les radiologues, on peut servir à quelque chose en mission humanitaire ? Alors, en fait, la radiologie et les missions humanitaires, à la base, ça peut paraître un peu incompatible. Mais en vérité, non. Moi, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps une organisation syrienne. Syrienne. Où travaillait un médecin franco-syrien. Il allait sur les lieux où les gens ont fait face à des conflits, où ils font toujours face à des conflits d'ailleurs, avec un petit échographe portatif. Et donc, oui, il y a certaines circonstances où des radiologues peuvent être... Mais c'est quand même un peu l'exception. C'est des projets... mais il y a beaucoup de radiologues qui font de la santé publique aussi. Et il y a des radiologues qui... moi, je ne suis pas le meilleur exemple, certainement pas, mais on peut avoir une vie... Moi, j'ai arrêté mes activités radiologiques en 2017, parce que j'étais déjà présidente de Médecins du Monde, et l'emploi du temps était vraiment trop lourd. Mais j'ai passé un diplôme universitaire de santé publique, mais malgré tout, après, il y a des mécanismes qui sont indépendants des spécialités médicales qu'on a, en fait. D'accord. Vraiment indépendants. D'accord, très bien. Et alors, si on prend un exemple d'actualité, à l'heure où on enregistre ce podcast, le conflit entre Israël et le Hamas vient d'éclater. Alors, si on part de ce cas concret, qu'est-ce qui se passe chez Médecins du Monde en ce moment ? Alors, chez Médecins du Monde, on a des équipes. Les équipes de coordination sont basées à Jérusalem et on a une équipe à Gaza conséquente et une équipe en Cisjordanie à Naplouse. Moi, il se trouve que je m'y suis rendue à 2 reprises au moment il y a eu plusieurs conflits, pas de si haute intensité, mais il y a quelque temps, 2014 et une autre année. L'essentiel, c'est que, en dehors de tout ce qu'on peut lire et écouter, c'est que Médecins du Monde, on essaie d'avoir une approche, somme toute, assez équilibrée. Par exemple, quand on parle des victimes civiles, on n'oublie jamais les victimes côté israélien. Je pense qu'il faut on doit garder une certaine neutralité. Après, le deuxième axe, c'est qu'on est là pour soigner les gens et essayer de leur donner accès aux soins. En ce moment, je ne vous cache pas que c'est compliqué, mais vous le savez aussi bien que moi, c'est compliqué à Gaza. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui sera un jour particulier, mais nos équipes, elles sont terrées dans des souterrains, des caves et des abris. Elles ne peuvent plus travailler, mais il n'y a pas un humanitaire qui soit à même de travailler aujourd'hui à Gaza. Il y a la Croix-Rouge gazaoui, en l'occurrence, où il y a eu, je crois, 2 ou 3 personnes décédées. Côté israélien, on n'a pas fait appel à nous, parce qu'en fait, les structures de soins et hospitalières sont
à même de répondre aux besoins. Donc, mais sinon, si on avait fait appel à nous, on aurait bien évidemment répondu à des besoins. La neutralité est importante parce que très souvent, il y a ce qu'on appelle une politisation de l'aide humanitaire, et donc il faut garder, même si c'est un mot un peu ambitieux, on va dire neutralité, il faut essayer de garder une certaine mesure et rester toujours avec comme ligne de conduite le droit humanitaire international et nos principes et nos valeurs de base. On soigne tout le monde, en fait. Comme tous les médecins, je dirais, en fait, ça fait partie de notre déontologie qui est absolument incontournable. D'accord, très bien. Donc vous avez dû faire, j'imagine, des réunions avec des contacts avec les équipes sur place, et puis en pratique, elles attendent de pouvoir travailler. En fait, elles attendent de pouvoir travailler. Elles sont déjà dans un processus de survie, comme je dirais toute la région. Les dégâts sont considérables, mais ça c'est peu de le dire. Et pour l'instant, en termes de morts ou de blessés, il y a des chiffres qui apparaissent, mais je pense qu'on est probablement en deçà de ce qui se passe sur le terrain. Non, c'est très très compliqué pour l'instant. C'est très très compliqué, y compris les communications, la pénurie de médicaments et la pénurie d'eau, d'alimentation. Il n'y a plus d'accès. Il n'y a plus d'accès puisque tous les accès sont complètement verrouillés. Il y a un blocus complet, donc c'est une situation qui ne peut durer. D'accord. Et dans les situations comme ça où il y a beaucoup de blessés, vous dites que vous intervenez surtout à l'échelle communautaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas, par exemple, s'il n'y a pas d'équipe de chirurgiens, de choses comme ça qui se déplacent, c'est plutôt d'autres structures? En fait, on essaye d'adapter aux circonstances. J'ai souvenir qu'en Haïti ou lors du tremblement de terre de Bam en Iran, il y a beaucoup plus longtemps, on envoie après des équipes de chirurgiens. En fait, on essaie de s'adapter aux besoins. La santé communautaire, les soins primaires, c'est notre ligne de base quelque part. Et puis, de temps en temps, on a des équipes disponibles et des médecins bénévoles ou des chirurgiens bénévoles prêts à partir sur des terrains où la crise nécessite qu'ils soient sur place. Il faut des infrastructures derrière aussi. Alors on se déplace. C'est dans des hôpitaux en fait. Après, ça peut être dans les hôpitaux aussi. Mais la logistique est compliquée sur les terrains de crise. Encore une fois, là en Syrie, Turquie, lors du tremblement de terre, c'est très compliqué d'acheminer du matériel médical, des kits médico-chirurgicaux. Est-ce que ça arrive que vous installiez des sortes de mini-hôpitaux Oui, bien sûr, c'est arrivé. Oui. D'accord. Oui. Donc des centres de soins, en fait, en l'occurrence, quand la terre tremble, c'est le dernier exemple que j'ai en tête, les équipes s'installent, y compris pour soigner les gens et les recevoir, sous des tentes, parce qu'il y a toujours des répliques dans les jours qui suivent. Donc, il faut être adaptable, flexible. D'accord, et improviser, s'adapter à chaque situation. Oui, et puis on a de grands professionnels dans nos salariés. C'est des gens qui sont habitués. Le métier d'humanitaire nécessite beaucoup de compétences techniques aussi pour les salariés de terrain qui accompagnent le département logistique, le département ressources humaines. C'est un ensemble qui doit se mettre en route assez vite pour être réactif. Si on arrive après la bataille, ça a moins d'intérêt. D'accord, donc c'est très professionnalisé en fait. Alors c'est professionnalisé de fait, vous voyez, on est beaucoup dans ces discussions, c'est sûr que maintenant on ne peut plus faire sans les outils numériques, on ne peut plus faire comme toutes les professions et de tous les secteurs, je dirais, on est obligé d'évoluer avec ça, sinon on est en deçà de la qualité qui est attendue par les populations, y compris les plus vulnérables. Par exemple, on a eu beaucoup la question, comment vous faites pour trouver des médicaments? Quand la qualité des médicaments n'est pas suffisante, on les fait tester en fait à Paris. J'ai un souvenir au Pakistan par exemple, on amène des médicaments de qualité de l'extérieur du pays d'intervention. On peut pas se permettre, et d'ailleurs c'est pas équitable, on va dire, de laisser des traitements de mauvaise qualité, de donner des traitements de mauvaise qualité à des populations parce qu'elles sont précaires, parce qu'elles sont au milieu d'un tremblement de terre ou d'une inondation. C'est parfois difficile l'acheminement, mais en tout cas on fait tout pour pas faire de la médecine dégradée. Ah non, surtout pas. Enfin oui, absolument, pas de la médecine Vous dégradée. avez une sorte de charte Ah oui, on a une charte éthique. En fait, c'est une pratique de la médecine qui est extrêmement encadrée. L'aide au développement, l'aide humanitaire, c'est très encadré. Et c'est bien que ça soit encadré. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas faire n'importe quoi. C'est des actions de terrain, c'est des financements. On a aussi une charte de financement. On n'accepte pas d'argent des vendeurs d'armes, par exemple, ou des vendeurs d'alcool ou de tabac. Je veux dire, il y a
tout ça, ça fait partie d'une éthique générale qui est appliquée à la lettre. Oui, oui. Et tous nos dons sont fléchés, tout est transparent, et c'est normal, on a des audits très très réguliers. D'accord. Voilà. Donc on a parlé de tout le volet opérationnel un peu, mais il y a aussi une action politique derrière. J'ai cru comprendre qu'il y a un peu des messages à faire passer au pouvoir public, un peu du militantisme ou du lobbying, je sais pas, au plus haut niveau. C'est une sorte d'activisme même, ou militantisme, oui. Les deux sont bons. En fait, l'objet, c'est en voyant des personnes précarisées, précaires, des populations qui vraiment n'ont plus rien, c'est comment est-ce qu'on peut interpeller les pouvoirs publics, les décideurs, sur un accès aux soins qui doit être respecté. Enfin, la santé, c'est un bien absolument commun. Donc en fait, l'objet, c'est en même temps que se développent nos implantations, c'est faire changer parfois les normes, les pratiques et les lois. Les normes, les pratiques et les lois. Et on y arrive parfois. C'est pas facile toujours, mais voilà, c'est un peu l'objectif. Pour que l'accès aux soins et donc une santé, un bien-être en santé soit réparti de façon équitable à toute une population. Est-ce que c'est ce que vous faites au CESE avec vos collègues, fournir des propositions pour le gouvernement, pour les... Oui, c'est intéressant parce que moi j'ai découvert le CESE en 2021, j'ai 5 ans de mandat, donc je vais terminer en 2026. En fait, c'est un endroit, c'est la 3e Assemblée de la République, c'est un endroit où toutes les catégories socio-professionnelles sont représentées. Et donc ça va des syndicats aux entreprises, à l'artisanat, aux professions libérales. Il y a il y a le groupe des organisations de jeunesse aussi et des étudiants, donc le groupe des associations dont je suis un des membres. Et du coup, on travaille en commission. En l'occurrence, moi, j'appartiens à la commission Affaires européennes et internationales et au groupe des associations. Et on travaille ensemble sur des avis. On peut être saisi par le gouvernement sur un avis particulier où on s'auto-saisit de certains sujets. Il y a un volet supplémentaire qui est partie prenante des travaux du CESE, c'est d'organiser et d'animer et de nourrir des conventions citoyennes. Il y a eu la Convention citoyenne sur le climat, et là on vient de terminer la Convention citoyenne sur la fin de vie. D'accord. Voilà, donc les sujets sont très variés. En ce moment, je travaille sur les migrations, avec un avis qui est adossé sur le pacte européen dit Asile et Migration. C'est un pacte qui est négocié au niveau des institutions européennes, comme son nom l'indique, et donc qui va poser un cadre des politiques européennes migratoires, qui pour l'instant sont très fragmentées. La réponse en 2015 à l'arrivée massive de migrants venus de Syrie, surtout d'Afghanistan et un peu d'ailleurs, n'a pas été correcte du tout. Et même en ce moment, on voit bien que la politique européenne, elle ne répond pas au devoir d'humanité qui peut quand même être mis en avant en tout premier, et 2, à quelque chose qui soit structuré, qui corresponde aux droits des personnes aussi. Je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est un avis qui est très intéressant parce que on essaye de l'aborder. Je ne peux pas l'aborder juste sous mon angle associatif et comment dire, organisation non gouvernementale. Il y a tout un volet économique de la migration qui est très intéressant à étudier, un volet social. Donc il y a tout des pans entiers de ce sujet-là qui je l'espère, va être écouté. Mais c'est beaucoup plus vaste que l'idée que je m'en faisais moi-même. Alors que ça fait un moment par Médecins du Monde, et je travaillais sur ces sujets-là, c'est extrêmement intéressant. On travaille aussi bien, le dernier avis qui a beaucoup de portée, on va dire, c'est sur la pollution plastique en mer et sur terre. Et c'est absolument passionnant. Enfin, on fait des auditions d'experts, de certaines personnes qui, évidemment, ont travaillé sur ces sujets, et on apprend une foule de choses. Et vous produisez des avis, c'est ça ? C'est une sorte de rapport que vous donnez au gouvernement, au Parlement ? Alors oui, les avis sont après disponibles sur le site du CESE pour le grand public, et ils inspirent, du moins on l'espère, l'élaboration des lois au Sénat et puis après à l'Assemblée nationale. Oui. Et donc on a des échanges avec certains parlementaires. Là récemment sur les migrations, on a échangé avec des parlementaires européens, c'était absolument passionnant. Donc c'est
c'est une chance inouïe d'être dans cette institution parce que, encore une fois, tout ce que la France a de divers est représenté. Et puis, on a l'impression que le levier, finalement, je ne vais pas comparer aux associations, ce n'est pas le même objet social, évidemment, mais le levier peut être important. Donc, il faut continuer à parler du CESE. Donc vous rencontrez les politiques qui créent les lois, qui écrivent les lois, oui, puis qui les vous votent. essayez de faire passer vos conclusions. C'est un peu un travail de lobbyiste en fait. Un peu, oui. C'est nos travaux, on va très en profondeur en fait, parce que ça dure 4 mois, la vie migration, là, ça va nous prendre à peu près 4 mois, donc on a de multiples auditions, après il y a un travail de mise en forme évidemment, mais, et des réflexions derrière, et encore une fois, à plusieurs. En commission, on est 30, donc en fait, le fait de brassage d'expertises différentes, c'est ça qui est la richesse du CESE en fait. Vous arrivez à trouver des consensus qui décide? Très bonne question. Vous n'êtes pas d'accord? Non, c'est une très bonne question. Il faut qu'on trouve des consensus. Après, quand les textes partent en première puis deuxième lecture, on peut les uns et les autres amener des amendements. Donc, et puis chaque. Vous votez quand vous n'êtes pas d'accord? Après, on vote pas en commission, mais en plénière quand l'avis va être présenté. En l'occurrence, là, c'est le 28 novembre, on vote, les membres votent. Oui. D'accord, c'est très intéressant. C'est méconnu, en fait, comme... C'est trop méconnu. Merci beaucoup de nous avoir expliqué exactement en quoi ça consistait. C'est vraiment très intéressant. La carrière humanitaire, revenons à vous. Peut-on en vivre ou vous êtes l'exception? Alors oui, on peut en vivre si on a... Moi, j'ai beaucoup remplacé et fait depuis 20 ans. Oui, bien sûr, on peut en vivre. Vous avez un peu financé votre engagement avec votre travail de radiologue. Alors, en principe, les associations, quand ils nous envoient à l'autre bout du monde, les frais inhérents au déplacement sont pris en charge par l'association. Et sur place, on est accueilli par les équipes. Donc, ça simplifie quand même le... Mais ça ne paye pas la facture. Mais ça ne paye pas la facture. Alors après, il faut faire... oui, quand vous on êtes a... bénévole 100%, vous n'êtes pas... Alors je suis bénévole 100%. La présidente de Médecins du Monde, c'est encore une femme, en ce moment, c'est une femme. On a des indemnités, voilà. D'accord. Mais généralement, en fait, les gens... Mais c'est pas une profession, au sens... Alors, ça peut être une profession. Nous, on a comme salariés, on a... plein de médecins qui sont salariés ou au siège ou sur les terrains d'intervention. Donc oui, c'est une profession. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on plonge là-dedans, à plein temps, en tant que salarié, c'est compliqué de s'en sortir. Après, c'est compliqué. Il y en a qui ont une autre vie après professionnelle, mais il y a une sorte de... C'est compliqué de décrire ça. C'est un ensemble de choses qui rendent cette activité extrêmement intéressante, trop dépaysante parfois, parce que certains racontent beaucoup. Moi, j'ai pas passé des années sur le terrain, mais ceux qui rentrent du terrain, où ils investissent énormément émotionnellement, et bien au-delà, je dirais, de rentrer dans un cadre ou familial ou comment vous dire, quotidien qui leur paraît être plus routinier, c'est parfois compliqué. La reconversion est parfois compliquée. Vous avez en quelque sorte vu beaucoup de choses et c'est difficile de reprendre... Certains passent d'un pays à l'autre, on disait d'une mission à l'autre, d'un projet à l'autre, et revenir dans sa terre d'origine, quelque part, c'est parfois compliqué. Mais c'est compatible avec une vie de famille ? Alors oui, il y en a qui vivent, si on reprend l'exemple de la Birmanie, ou même les derniers exemples au Yémen, ils partent en famille, certains avec des enfants, oui, c'est compatible avec une vie de famille. C'est vraiment intéressant. Et j'ai pu lire que vous avez aussi travaillé à l'étranger, notamment vous avez travaillé dans une branche de Médecins du Monde aux Pays-Bas. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait Alors j'étais membre du conseil d'administration. En fait, à l'époque, la famille avait déménagé à Amsterdam. Et donc moi, j'avais toujours des remplacements à Paris, mais le train fonctionnait bien, on va dire. Donc je regroupais mes journées de remplacement. Et puis, je connaissais déjà Médecins du Monde, parce que c'était en 2011. Et j'ai été membre du conseil d'administration, puis présidente de cette... c'est pas une unité, on dit chapter, en fait, des Pays-Bas, qui est un... Donc il y a des antennes en fait dans tous les pays de Médecins Alors du Monde. on a un réseau international et aujourd'hui, au sein du conseil d'administration de Médecins du Monde, je m'occupe quasi exclusivement de ce réseau international parce qu'en fait, pour avoir du levier, de la visibilité et levier, encore une fois, pour essayer de faire changer les choses
et de mettre un peu, parfois, souvent, le plus souvent, de la justice sociale dans tout ça. Un réseau, c'est intéressant. D'abord parce qu'on a des perspectives différentes, des façons de travailler différentes, et de travailler tous ensemble, cette espèce de melting pot, c'est vraiment intéressant. On a un chapter au Japon, aux États-Unis, en Argentine, au Canada, en Europe beaucoup. Il y a beaucoup la majorité sont en Europe, et on essaie d'ouvrir c'est pas des antennes, mais on dit chapter, des délégations non plus, mais dans des pays, alors on dit du Sud global, ou en Afrique, ou en Asie, c'est la prochaine étape. D'accord. Et alors aujourd'hui, est-ce que vous exercez encore un petit peu en tant que radiologue ou plus du tout ? Non, plus du tout, depuis 2017. Ça vous manque pas ? Oui, ça me manque parfois. J'aimais beaucoup, encore une fois, le contact avec les patients. Je trouvais que c'était un moment extrêmement privilégié. Et, la radiologie, l'échographie a ceci d'intimiste quelque part, qui permet d'échanger sur un mode assez, je dirais presque égalitaire. Enfin, ça dépend de la façon dont on parle aux gens, hein, de toute façon. Mais il y a une phase où il faut expliquer, rassurer, et puis après, on rentre dans un dialogue qui est toujours extrêmement constructif. Moi, j'ai beaucoup appris des patients, beaucoup. Pas de leur vie, mais de leurs pensées, des échanges. C'est extrêmement riche. Mais là, vous travaillez à une échelle plus macroscopique. C'est différent. Oui, c'est différent. L'aide aux populations. L'aide aux populations, oui. Alors là, on n'a pas de suivi. Enfin si, il y a quand même des gens que je connais depuis très très longtemps, et c'est un monde, encore une fois, qui est intéressant. À plus d'un titre, on rencontre moi, à côté, mon engagement est ridicule. Enfin, ridicule, et pas aussi... Il y en a qui sont vraiment J'ai rencontré des personnalités extraordinaires, voilà. On en rencontre partout, hein, bien évidemment, mais dans ce milieu-là, on peut trouver des gens vraiment intéressants, qui veulent vraiment faire changer les choses. Et alors, quel conseil vous donneriez à un jeune ou à un moins jeune radiologue qui souhaite s'engager, lui aussi ou elle aussi, même à petite échelle ? Ouais. Je pense qu'il faut pas hésiter à aller frapper aux portes des associations, en l'occurrence médicales. Je pense qu'il ne faut pas trop s'éloigner de son secteur d'origine, sinon on risque de ne pas s'y retrouver. Et après... oui, d'abord, il ne faut pas hésiter, il faut pousser les portes, et en fonction de l'accueil, de ce qu'on vous propose en tant que bénévole ou salarié, pourquoi pas, les bénévoles deviennent salariés, et inversement, il y a des salariés qui reviennent à leur statut de bénévole. Il faut s'y retrouver, savoir ce qu'on peut y amener aussi, et se sentir bien avec le contact avec ces populations. C'est pas toujours très facile, hein, c'est-à-dire le plus compliqué, moi je parle uniquement pour moi, c'est quand on quitte un pays, se dire, bon, je les reverrai peut-être jamais, ou on est un peu on est en appui, évidemment, mais on a l'impression d'abandonner aussi, quelque part. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais on a passé 15 jours où on a eu des échanges, et on s'est dit, on se reverra, on va faire ci, on va faire ça, et on a toujours un suivi des projets, on sait ce que deviennent les gens, mais... il y a cette discontinuité qui est un peu parfois compliquée. Oui, j'imagine. Quels sont vos souhaits pour l'avenir, Françoise Sévignon ? Ah là là, aujourd'hui que tout s'apaise. Ouais. Je trouve aussi bien, on voit naître des conflits qui sont déjà pour certains chroniques, qui n'en finissent pas, qui s'exacerbent aux dépens des populations civiles. On n'est plus dans des conflits, en tout cas celui dont on a parlé, des conflits armés avec des lois de la guerre qui sont complètement mises de côté, apaisées, et puis même notre monde en général. Je pense qu'il y a une attention à avoir aux gens, et puis une attention au monde, parce qu'on fait face aussi à des crises environnementales qui risquent de se multiplier. Donc il y a vraiment une attention de nos décideurs. Nous, à petite échelle, on fait ce qu'on peut, les uns et les autres, mais de nos décideurs de prendre à bras-le-corps toutes ces crises successives pour essayer de les résoudre. Très bien. Si vous ne deviez en retenir qu'une, une rencontre déterminante. Une rencontre déterminante. Alors, j'ai
J'ai 2 idées, mais la première, ce serait quand même je vais en donner 2, mais je retiendrai la deuxième. La première, c'est la rencontre avec le professeur Willy Rosenbaum, parce qu'il m'a quand même alerté, ça m'a vraiment sauté aux yeux sur ce que pouvait être la relation avec un patient, avec une personne, en fait, et dans sa globalité, et ce que représentait la santé dans sa globalité, ce qu'on pouvait amener et ne pas amener aussi. Parce qu'à l'époque, les patients VIH, ils décédaient massivement, malheureusement. Et donc, c'est cette approche du patient qui m'a beaucoup intéressée, qui m'a bouleversée même. Qu'est-ce qu'on peut faire quand il n'y a plus rien à faire ? Voilà, et il y a toujours quelque chose à faire, en fait. Il y a toujours ce fil ténu d'espoir. Et puis la seconde, oui, il y en a 2 finalement, non, mais elle, oui, c'était une personne se prostituant à Rangoon, en Birmanie. La première fois que je l'ai vue, tout début de mon investissement, mon engagement, elle était dans un coin comme ça, incapable de parler, de se manifester. Une jeune femme ? Une jeune femme qui avait à l'époque, je ne sais pas, 18-19 ans, et vraiment très introvertie, mais vraiment n'exprimant rien. Et plus les années passaient, plus je l'ai vue s'épanouir, et je trouve que... Et à la fin, elle a terminé comme un des piliers de l'équipe de Birmanie, 10 ans plus tard, et je trouve que ça, c'est juste un exemple de ce que les personnes peuvent devenir quand on les accompagne. C'est pas une question de les accompagner, mais en fait, c'est surtout qu'ils ont un potentiel propre qui doit trouver son expression d'une façon ou d'une autre, et c'est cette chance-là qu'il faut leur donner. Très belle histoire. Un souvenir particulièrement marquant à nous raconter ? Marquant. Alors, le souvenir le plus marquant, quand je pose cette question, c'est j'ai fait 2 visites de terrain en Corée du Nord, et c'est un pays dont on parle de façon très occasionnelle, à l'occasion de tirs de missiles ou de l'arme nucléaire ou que sais-je, et qui est encore un des derniers pays c'est un immense camp de travail. Et ça ne devrait plus exister dans le monde. En quelle année vous avez visité J'étais la Corée du Nord ? 2004 et 2007 ou 2008. Oui. Et c'est un immense camp de travail, tout est gris, j'ai plein d'anecdotes sur ce pays, mais c'est vrai que comment concevoir dans un monde tellement ouvert à tout ce que les informations nous montrent, les images, la communication, ce pays qui est encore replié sur lui-même avec toutes les contraintes que peuvent subir les populations les moins favorisées. Il y en a certaines qui peuvent bouger et profiter de ce que devrait être la vie, mais la grande majorité ne l'a pas. Si vous pouviez revenir dans le temps, quel conseil donneriez-vous aujourd'hui à la jeune Françoise Sivignon ? Alors, en fait, j'ai commencé à vous dire, au tout début, j'avais envisagé de faire Sciences Po, c'est que si on envisage quand même médecin, une carrière humanitaire, c'est bien mais je pense que c'est une appétence qui est assez spontanée, de s'intéresser à, on va dire, ce grand mot qui est la géopolitique. La vie des pays autour de nous, la vie comment se structure le monde. C'est assez facile maintenant parce que les informations passent vite et on a plein de sources d'informations. Certaines sont fiables, donc on va dire informations fiables. Oui, je trouve que c'est compliqué de s'engager dans l'humanitaire. Non, ah oui, vous parliez, oui, s'engager dans l'humanitaire sans avoir une appétence, encore une fois, pour ce qui se passe autour de nous et en particulier dans ces grands bouleversements géopolitiques. Le contexte géopolitique, ça peut pas se dissocier en fait de l'action humanitaire. Probablement non. Merci beaucoup Françoise Sivignon. Merci à vous. Pour votre temps, pour cet échange passionnant. Et bravo pour votre engagement. C'est vraiment très inspirant pour un jeune médecin d'entendre un parcours comme le vôtre. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bonne journée. Merci. Si ce podcast vous inspire, parlez-en autour de vous. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, retrouvez-nous sur radiologie.fr.